Bonjour et bienvenue dans le podcast Bien dans mon ventre. Je suis Anne-Sophie Pasquet, je suis naturopathe et formée à la micronutrition et absolument passionnée de santé naturelle. Il y a quelques années, j'avais une digestion très compliquée et j'avais constamment mal au ventre. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à la santé naturelle et à modifier mon alimentation et mon hygiène de vie, et ça a complètement transformé ma digestion et ma vie au global. J'ai alors décidé de me spécialiser dans le domaine du digestif, de l'alimentation et du microbiote pour pouvoir aider les autres à retrouver un ventre serein. Et je forme aujourd'hui également les naturopathes, nutritionnistes et autres professionnels de santé à la prise en charge des troubles digestifs. Aujourd'hui dans ce podcast, je te partage mes meilleurs conseils pour que tu puisses toi aussi te sentir au top, en pleine santé et te sentir bien dans ton ventre et dans ta vie. Maintenant c'est parti pour l'épisode du jour, bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 44 de ce podcast dans lequel on va parler de comment chouchouter son microbiote. Et il y a énormément de choses à dire, donc préparez-vous, ça risque d'être un épisode un petit peu long parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur comment chouchouter son microbiote. Alors le microbiote, déjà, petit rappel rapide, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel. Le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries qui composent, qui colonisent, on va dire, principalement notre intestin, le côlon, le gros intestin, on appelle ça le gros intestin ou le côlon, même si des bactéries, il y en a en gros d'un bout à l'autre du tube digestif, mais là où il y en a le plus, ça va vraiment être dans le côlon. Et voilà, c'est là vraiment où va se situer principalement, en tout cas, le microbiote intestinal, puisque le microbiote, on a aussi un microbiote, on a différents microbiotes dans le corps. Donc là, on va vraiment parler du microbiote intestinal et on va voir comment effectivement chouchouter son petit microbiote. Alors quand on pense à chouchouter son microbiote, on pense en général en premier lieu aux probiotiques pour effectivement prendre soin de son microbiote. Alors c'est sûr que c'est bien d'apporter de bonnes bactéries, ça peut être intéressant dans certaines situations, mais avant ça, il y a plein d'étapes à faire pour préparer le terrain, chouchouter les bonnes bactéries déjà présentes, parce qu'il ne faut pas les oublier, si elles sont déjà là, on va d'abord essayer qu'elles se multiplient elles-mêmes plutôt que d'en apporter directement des nouvelles. Il faut aussi préparer un terrain favorable aux potentielles bactéries que l'on va implanter avec les probiotiques, et puis aussi éventuellement éliminer les bactéries dont on ne veut pas. Donc c'est vrai que les probiotiques, vous allez le voir, je vais en parler dans cet épisode, mais en fait ça va être un peu la dernière chose à faire pour prendre soin de son microbiote. Il y a déjà plein de choses à faire sans avoir forcément besoin de prendre des probiotiques. Et j'irai même plus loin, je dirais même que parfois prendre des probiotiques ça peut être néfaste, ou en tout cas plutôt contre-productif. Donc c'est pour ça qu'on a très souvent ce réflexe de se dire « Ah, il faut que je prenne soin de mon microbiote, vite, je prends des probiotiques ». Et c'est tout à fait normal, hein, c'est parce que c'est aussi ce qu'on entend beaucoup, et puis on pense microbiote, bactéries, donc je vais faire rentrer de bonnes bactéries pour prendre soin de mon microbiote. Et effectivement, dans certaines situations qu'on va voir juste après, ça peut être intéressant, mais il y a plein de choses à faire avant et qui sont tout aussi importantes, si ce n'est plus importantes encore. Et surtout, le fait de prendre des probiotiques, ça peut vraiment parfois être néfaste ou en tout cas ne servir à rien, voire effectivement être un peu pas forcément une très bonne chose. Alors petite parenthèse, les situations où ça peut être intéressant effectivement de prendre des probiotiques, c'est s'il y a eu un traitement antibiotique par exemple, puisque le traitement antibiotique va éliminer une grosse partie des bactéries de l'intestin, les bonnes comme les moins bonnes. Les antibiotiques, surtout si c'est des antibiotiques à ce qu'on appelle à spectre large, ils vont pas forcément sélectionner les bactéries auxquelles ils vont s'attaquer, et donc ils vont avoir tendance un petit peu à dézinguer toutes les bactéries qui sont présentes dans l'intestin. Donc là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant effectivement de prendre un traitement probiotique par la suite, pour repeupler, on va dire, avec des bonnes bactéries, pour éviter que les mauvaises bactéries prennent trop de place dans l'intestin. Donc là, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant aussi, selon certaines situations de vie, tout ça, il faudra effectivement, et je précise bien sûr, le valider avec un professionnel de santé. Les probiotiques, ils sont disponibles en vente libre en pharmacie, mais il y en a tellement que c'est toujours intéressant de vérifier avec un professionnel de santé si le probiotique que vous prenez est adapté à votre situation. Mais voilà, il peut y avoir des situations dans lesquelles ça peut être intéressant, parfois dans certains cas,
de grossesse, parfois chez les tout petits selon le type d'accouchement qu'il y a eu, parfois si on a effectivement une convalescence ou enfin voilà, il y a plein de cas où effectivement les probiotiques pourront être intéressants, mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut s'en gaver à tire-larigot et en prendre voilà un peu à tort et à travers, et surtout prendre un peu le premier venu parce qu'on se dit bah, celui-ci il a l'air bien donc je prends ça, si c'est écrit probiotique c'est que forcément c'est bon pour moi. Donc voilà, déjà ça c'était un petit disclaimer. Maintenant, on va voir effectivement comment chouchouter son microbiote avec ou sans probiotiques. Donc déjà, pour commencer et refaire un petit peu un point sur le microbiote, faut voir un petit peu ce qui peut l'influencer, ce microbiote. Pourquoi est-ce qu'il peut varier au cours d'une vie et ce qui va faire effectivement qu'un microbiote va pouvoir changer de manière plus ou moins rapide au cours d'une vie. Donc déjà, il y a l'âge. On n'a pas le même microbiote quand on vient de naître et quand on a 90 ans. Par exemple, tout au long de notre vie, le microbiote, il va évoluer, il va changer. Et c'est normal, hein, voilà, parce qu'il y a plein de choses qui font, selon l'âge que l'on a, qui vont influencer notre microbiote. Donc voilà, ça effectivement c'est quelque chose qui va l'influencer et sur lequel on n'a pas forcément trop d'emprise, hein, puisqu'on peut pas trop changer l'âge que l'on a. En revanche, il y a plein de choses qu'on peut faire. L'environnement va énormément influencer aussi le microbiote. L'environnement, c'est-à-dire le lieu dans lequel on vit, dans lequel on travaille, dans lequel on passe du temps en tout cas. Ça va être aussi les choses avec lesquelles on est en contact. Est-ce qu'on est entouré d'animaux par exemple? Est-ce qu'on est entouré, est-ce qu'on vit à la campagne? Est-ce qu'on vit en ville? Tout ça, ça va forcément jouer sur notre microbiote parce que tout simplement, on va pas être exposé aux mêmes bactéries. Donc ça peut aussi être quelque chose qui va l'influencer. L'alimentation, bien évidemment, c'est quelque chose qui va influencer le microbiote et ça va être une très grosse partie, vous allez le voir. L'état de santé, évidemment, si on est en super santé, potentiellement on va avoir un microbiote aussi en super forme. Si on est en très mauvaise santé, il se peut fortement que notre microbiote soit aussi un peu dans le même état que nous. Et d'ailleurs, lequel de l'œuf ou la poule va entraîner l'autre, ça c'est aussi un autre débat, ou en tout cas ça pourrait être le sujet d'un autre podcast parce qu'il y aurait tellement à dire, mais voilà, en tout cas notre état de santé va forcément être lié à l'état de notre microbiote. Les médicaments aussi, évidemment, ça va fortement influencer le microbiote, particulièrement les antibiotiques, mais pas que. Il y a aussi certains médicaments, comme certains anti-inflammatoires, par exemple, qui peuvent influencer indirectement le microbiote. Enfin voilà, il y a plein de médicaments, et d'ailleurs, la plupart des médicaments vont influencer indirectement ou directement, et de manière plus ou moins prononcée, le microbiote. Et puis, dernier point, même si c'est pas une liste forcément exhaustive, mais un autre point qui peut influencer le microbiote, ça va être aussi l'hérédité. C'est-à-dire que le microbiote de nos parents va aussi pouvoir influencer notre microbiote à nous, pour plein de raisons. Déjà, le microbiote de notre maman va fortement influencer le microbiote que l'on va avoir, notamment selon le type d'accouchement, selon si on a été allaité ou pas. Et puis, il y a aussi évidemment... l'hérédité aussi, on va dire, peut-être plus culturelle, donc ça rejoint un peu l'environnement dans lequel on vit, où forcément, on va aussi avoir les habitudes alimentaires de nos parents, en tout cas jusqu'à un certain âge. On va vivre aussi dans le même environnement que nos parents. Voilà, donc il y a l'hérédité au niveau, on va dire, génétique qui va jouer, et puis l'hérédité au niveau environnemental, environnement dans lequel on vit. Donc voilà un petit peu ce qui peut influencer le microbiote. Et puis, en gros, le microbiote, on considère qu'il est il peut être dans deux états différents. Donc le premier, ça va être une eubiose, c'est-à-dire le microbiote qui va bien, qui est équilibré, qui a un bon équilibre entre les différentes colonies de bactéries qui sont présentes. Et puis il y a le microbiote en dysbiose. Donc là, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre à un certain niveau, au niveau des bactéries qui sont présentes. Il peut y avoir soit trop peu de bonnes bactéries, soit trop de mauvaises, soit les deux. Donc ça, c'est vraiment, ça va dépendre de chaque personne, de chaque situation. Mais voilà, c'est important qu'il y ait un bon équilibre entre les différentes colonies de bactéries. Et puis, c'est important qu'il y ait vraiment une grande diversité de bactéries présentes, mais l'équilibre entre les différentes colonies de bactéries est tout aussi important. Parce qu'il y a certaines bactéries qui vont être tout à fait bénéfiques si elles sont en très petite quantité, en revanche qui vont devenir plutôt néfastes si jamais elles sont en trop grande quantité. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir le plus possible un microbiote en eubiose.
parce que un microbiote déséquilibré, ça peut être un microbiote qui va être plutôt pro-inflammatoire, donc on va avoir tendance à peut-être tomber plus facilement malade, parce qu'il y aura aussi une moins bonne immunité. On va avoir tendance, quand on est malade, à avoir des symptômes encore plus forts. On va avoir tendance à être à ce qu'on appelle en état pro-inflammatoire, et ça, malheureusement, c'est pas quelque chose de très souhaitable, parce que ça a plein de conséquences néfastes sur la santé. Ça peut être vraiment le nid de plein de problèmes de santé. Et puis il y a aussi avec un microbiote déséquilibré, il y a plus de risques de développement de pathologies, parce que l'immunité sera moins bonne, parce qu'une énorme partie de l'immunité se passe dans le microbiote. Et puis voilà, c'est une immunité qui va être globale, c'est-à-dire que souvent on pense que si on a un microbiote déséquilibré, on a plus de risques d'avoir des pathologies au niveau de l'intestin. Alors bien sûr c'est vrai, mais notre immunité générale de tout le corps, elle se passe aussi dans le microbiote. Donc on peut avoir aussi des pathologies qui se développent, qui sont pas forcément liées à l'intestin. Donc ça voilà, c'est important de le garder en tête. Et puis évidemment, un microbiote déséquilibré, ça va avoir un impact assez fort sur l'humeur, parce qu'il y a de nombreux neurotransmetteurs qui sont sécrétés dans l'intestin. Et un microbiote déséquilibré, ça peut vraiment amener à avoir une tendance un peu plus triste, mélancolique, anxieux. Voilà, je vous ai parlé dans les tout premiers épisodes de podcast du lien entre le microbiote et l'anxiété, notamment en vous citant un livre du professeur Gabriel Perlemutter, qui est absolument génial sur ce lien entre effectivement l'impact du microbiote sur l'état d'esprit, on va dire, l'humeur, les émotions, et particulièrement l'anxiété, voire la dépression. Donc voilà, vous l'aurez compris, cette longue intro, c'est pour vraiment vous rappeler à quel point un microbiote équilibré, c'est super important, et ça peut vraiment changer beaucoup de choses dans votre vie. Maintenant, on passe aux pratico-pratiques de comment chouchouter ce fameux microbiote. Alors, une des premières choses, je dirais, à faire ou à vérifier, et ça, je vous en ai déjà parlé dans un épisode, qui est l'épisode numéro 11, et c'est de vérifier le statut en FUT2. Alors, je ne vais pas vous réexpliquer tout ce qu'est le FUT2, je vous invite à écouter l'épisode 11 si vous souhaitez en savoir plus, mais globalement, le FUT2, s'il a un statut non sécréteur, ça veut dire que le mucus que l'on va sécréter dans l'intestin sera de mauvaise qualité. Donc, ça a plein de conséquences, ça veut dire déjà que les bonnes bactéries, elles pourront pas s'y implanter, puisqu'en gros, le mucus de l'intestin, ça va vraiment être un petit peu le nid douillet dans lequel vont se mettre les bonnes bactéries. Et elles vont même parfois s'en servir de nourriture. Donc vraiment ce mucus, il est absolument primordial, et vous aurez beau prendre tous les probiotiques de la terre, si vous avez un statut non sécréteur sur le gène du FUT2, eh bien ça servira pas à grand chose, puisque en gros c'est comme si vous preniez plein de bonnes bactéries mais qu'elles n'avaient pas de maison dans laquelle habiter. Donc en gros elles vont immédiatement être évacuées de l'intestin, puisqu'elles n'arriveront pas à s'accrocher dans le mucus et à vraiment pouvoir se créer une petite nid douillet, s'y implanter et se développer. Donc ça c'est super important, et moi c'est quelque chose qui a vraiment changé ma vie à partir du moment où j'ai compris, déjà où j'ai découvert ça, le FUT2, où j'ai compris ce que c'était. Donc voilà, pour rappel, c'est vraiment un gène qui va être responsable de la sécrétion du mucus intestinal, et donc selon le statut que l'on a, il y a 3 profils différents. Il y a un statut, donc le statut non sécréteur, ce qui fait qu'on a un mucus qui est plutôt de mauvaise qualité, et donc voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi on a des problèmes de digestion qu'on n'arrive pas à résoudre. Voilà, et ça je vous explique tout ça encore une fois dans l'épisode 11, que je vous invite à aller réécouter. Mais voilà, si jamais vous avez un statut FUT2 non sécréteur, eh ben ça servira à rien de prendre tous ces probiotiques. Et même, ça peut même être dangereux, puisque en fait, les mauvaises bactéries, elles ont aussi plus facilement accès à la muqueuse intestinale. Donc c'est pour ça aussi, quand on a un statut non sécréteur, on peut avoir tendance à avoir un microbiote déjà très très déséquilibré, et puis on peut avoir tendance à avoir des gros soucis de digestion, voire des gros soucis de santé, puisque en gros, le mucus, c'est aussi un petit peu une couche protectrice de la muqueuse intestinale, et quand il n'y a pas suffisamment de bon mucus, et ben les mauvaises bactéries, elles ont beaucoup plus facilement accès à la muqueuse. Elles n'ont pas à passer à travers le mucus, à galérer, parce que c'est un truc un peu visqueux dans lequel elles n'arrivent pas à passer. Là, c'est comme si vraiment la muqueuse intestinale, elle était quasiment à vif. Alors j'exagère évidemment, c'est pas vraiment le cas, mais
En tout cas, elle est beaucoup plus accessible pour les mauvaises bactéries et donc elles vont avoir beaucoup plus tendance à attaquer la muqueuse intestinale, à se développer alors qu'elles ne devraient pas. Et voilà, et moins il y a de bonnes bactéries qui arrivent à se développer dans ce bon mucus, plus il y a de mauvaises bactéries qui vont potentiellement prendre la place et donc favoriser, on va dire, un microbiote complètement dysbiotique et des soucis de santé et des soucis de digestion. Alors comment on vérifie ce statut du FUT2 ? Donc ça c'est assez simple, c'est via un test génétique. C'est un test qui coûte quelques dizaines d'euros, je crois que c'est à peu près 50 euros de mémoire. Je vous remettrai des liens en description de l'épisode pour comment faire pour tester ça. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram ou un mail et je serai ravie de vous aider sur ça. Voilà, c'est un test génétique, donc c'est quelque chose qu'on fait une seule fois et ça nous donne la réponse très nettement. Est-ce qu'on est statut sécréteur, non sécréteur ou entre les deux. Et ensuite, l'idée, ça va être de se supplémenter si on est profil non sécréteur. L'idée, ça va être de, prendre par voie orale, par des compléments alimentaires, ce qui manque, en fait, ce que notre corps n'arrive pas à sécréter lui-même, et ce qui va permettre de créer un bon mucus. Et voilà, et moi, en tout cas, personnellement, je sais que ça a été vraiment un game changer. Et à partir du moment où j'ai découvert que j'avais effectivement un statut non sécréteur et que j'ai commencé à prendre ces compléments alimentaires, c'est tout simplement donc du fucosyl lactose. Pareil, tout ça je vous le réexplique dans l'épisode 11 si vous voulez plus de détails. Eh bien ça a vraiment changé énormément de choses à la fois dans ma digestion mais aussi dans ma santé et voilà, j'ai vraiment vu en tout cas un avant et un après et j'aurais aimé savoir ce genre de choses plus tôt. Donc voilà, si vous avez un doute en tout cas n'hésitez pas à vous faire tester. Voilà, on le fait une fois dans sa vie. Et après au moins on est fixé et si vous vous rendez compte que vous avez un statut non sécréteur, il faut de base commencer par là puisque sinon tout ce que vous allez faire pour prendre soin de votre microbiote sera un petit peu gâché par le fait que votre mucus ne sera pas de bonne qualité. Donc voilà pour le premier point. Deuxième point, pour prendre soin de son microbiote, ça va être de consommer des prébiotiques. Et les prébiotiques, c'est quoi ? C'est tout simplement la nourriture des bonnes bactéries. Donc les prébiotiques, il y en a dans plein de fruits et légumes. Voilà, en gros, c'est un type, principalement un type d'amidon résistant qui va venir nourrir les bonnes bactéries que l'on a dans l'intestin. Et on a tendance un peu à sous-estimer les prébiotiques et on se dit, comme je vous le disais en introduction, souvent on se dit je vais juste prendre des probiotiques et puis c'est nickel. Sauf qu'en fait, si les bonnes bactéries déjà que l'on a présentes dans l'intestin ou les bactéries que vous prenez sous forme de probiotiques, si elles n'ont pas de nourriture, elles vont s'affamer et elles vont mourir. Donc c'est hyper important de consommer des prébiotiques régulièrement, tous les jours si possible, pour vraiment pouvoir nourrir ces bonnes bactéries et puis faire en sorte qu'elles puissent se développer. Parce que c'est vraiment comme tout, c'est comme si vous plantiez des graines dans la terre mais jamais vous ne les arrosez. Il y a un moment elles vont mourir, les graines elles vont jamais pouvoir se développer, grandir et prospérer. Et c'est pareil pour vos petites bactéries. Donc les prébiotiques, la moins bonne nouvelle, c'est que il y a énormément de prébiotiques dans ce qu'on appelle les FODMAP. Alors les FODMAP, c'est pareil, je vous en ai parlé dans un épisode de podcast précédent. Donc je vais pas revenir en détail sur ça, mais voilà, j'en ai parlé notamment dans l'épisode 21. Où là je vous expliquais vraiment tout ce que c'était, c'est beaucoup dans les fruits et légumes, dans certains céréales, etc. Et donc en fait je vous rappelais que les FODMAP c'est pas des choses qui sont mauvaises pour la santé, hein, bien au contraire, la plupart sont des prébiotiques, simplement ça peut être parfois difficile à digérer et particulièrement quand on a un intestin qui est dysbiotique, quand on a un microbiote qui est déséquilibré, ça peut être encore plus compliqué à digérer. Donc faut vraiment y aller doucement, faut commencer petit à petit et puis voir un petit peu, essayer de manger un petit peu de prébiotiques tous les jours. Déjà si vous mangez suffisamment de légumes, un peu de fruits, si vous mangez suffisamment de fibres au quotidien, normalement déjà vous devriez avoir des bons prébiotiques pour vos petites bactéries. Et puis après il y a des choses qu'on peut faire pour effectivement les aider. Il y a certains fruits, certains légumes qui contiennent particulièrement beaucoup de prébiotiques. Il faut y aller en petite quantité au début, surtout si on n'a pas l'habitude. Et puis sinon après il faut essayer d'en consommer au quotidien. Donc ça je pense que je referai un épisode de podcast entier sur les prébiotiques parce qu'il y aurait tellement à dire. Mais voilà, déjà en tout cas l'idée c'est d'avoir une alimentation la plus variée possible, la plus végétale possible aussi, sans pour autant aller forcément dans le 100% végétal. Là c'est pas du tout l'objet de
ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, voilà, les prébiotiques, il y en a particulièrement dans les légumes, dans les fibres, dans les amidons résistants, voilà, donc dans beaucoup d'aliments, on va dire simples et non transformés, ce qui permet quand même d'en trouver facilement au quotidien. Et pour vous donner un exemple de prébiotiques que vous pouvez consommer facilement au quotidien, ne serait-ce que la chicorée, par exemple, on n'y pense pas forcément, mais la chicorée, ça contient beaucoup de prébiotiques, donc ça peut aider aussi à remplacer un petit peu le café de temps en temps. Et voilà, il y en a aussi dans l'oignon, l'ail, le poireau, par exemple, et ça, c'est des aliments qui contiennent énormément de FODMAP, donc qui peuvent être un petit peu difficiles à digérer chez certaines personnes. Et la banane en contient aussi, enfin voilà, certains céréales, donc faut pas hésiter à varier au maximum son alimentation. Et puis voilà, je pense que je referai un épisode entier sur vraiment, si on veut miser à fond sur les prébiotiques, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qui peut être intéressant. Donc ça, c'est pas à négliger en tout cas. Deuxième point, de consommer des petits prébiotiques. Troisième point, c'est quelque chose qu'on connaît moins et que moi en tout cas je ne connaissais pas trop avant de me former à la santé au naturel, c'est de consommer des cobiotiques. Alors qu'est-ce que c'est que les cobiotiques ? Je sais que ça peut être un peu compliqué entre probiotiques, prébiotiques, cobiotiques. En fait, les cobiotiques, ça va être un petit peu comme des vitamines qui vont venir augmenter la croissance des bonnes bactéries. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que c'est pas vraiment, ça va pas venir les nourrir comme vont le faire les prébiotiques. En revanche, c'est tout aussi important parce que c'est vraiment des choses qui vont les booster, qui vont donner la patate à vos petites bactéries bénéfiques et qui vont tout simplement leur permettre de se développer encore mieux. C'est comme si vous mettiez de l'engrais, par exemple, sur une plante. Une plante, vous plantez une graine, vous mettez de l'eau, dans la terre il y a des nutriments, et bien de temps en temps vous allez rajouter de l'engrais, ce qui va permettre à la plante de se développer encore mieux, encore plus vite et d'être encore plus forte. Et bien les cobiotiques, ça va être un petit peu ça. Et la bonne nouvelle, c'est que les cobiotiques, c'est assez facile à trouver. Il y en a notamment, par exemple, dans le thé vert, dans le resveratrol. Le resveratrol, c'est un des éléments majeurs du vin rouge, par exemple. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se boire une bouteille de vin rouge par jour en se disant « Ouh, je prends des cobiotiques, c'est pour mon microbiote », puisque là, ce serait un peu contre-productif, puisque l'alcool contenu dans le vin rouge risquerait effectivement d'endommager vos bonnes bactéries. Mais voilà, hein, se boire un petit verre de vin rouge avec raison de temps en temps, effectivement, ça ne fait pas de mal. Au contraire, dedans, il y a effectivement du resveratrol. Et puis, il y a aussi en cobiotique les oméga 3. Et alors ça, les oméga 3, c'est pareil, ça fera l'objet d'un épisode de podcast rien que pour eux, tellement c'est important. Mais ça, c'est vraiment hyper important. Les oméga 3, on en a besoin à tous les niveaux du corps. Et vous en trouvez principalement dans les petits poissons gras, dans le chanvre, le lin, les noix par exemple, dans l'huile de cameline, j'en oublie plein certainement, mais voilà, globalement c'est, on va dire que c'est les sources majeures d'oméga 3 et ça c'est super intéressant pour vos petites bactéries, elles adorent ça et ça va vraiment permettre de maintenir un microbiote qui va être équilibré. Donc voilà, n'hésitez pas, ça peut être des choses toutes simples, comme par exemple si vous avez l'habitude de boire du thé, que vous buvez plutôt du thé noir, bah pourquoi pas essayer de temps en temps de boire plutôt du thé vert, pourquoi pas voilà, essayer de changer votre huile végétale, si vous utilisez souvent de l'huile d'olive, ça peut être intéressant d'utiliser par exemple de l'huile de lin, alors attention pas pour la cuisson, ça c'est hyper important, hein, l'huile de lin par exemple et toutes les huiles riches en oméga 3, on les utilise à cru, donc c'est-à-dire en utilisation juste pour la manger, pas du tout pour la cuisiner, parce que si on la chauffe, les oméga 3 vont disparaître, voire devenir parfois toxiques. Donc ça, c'est petit point important. Mais voilà, ces petits cobiotiques, ils sont importants, faut pas les négliger. Et voilà, et pour vous partager aussi mon expérience, moi c'est pareil, le fait de prendre des oméga 3, ça a vraiment changé beaucoup de choses aussi sur ma santé. Et je pensais, voilà, moi j'ai une alimentation qui est quand même plutôt équilibrée et je pensais que j'avais bien suffisamment d'oméga 3. Et ben en fait, pas vraiment. Donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai dans un épisode entièrement dédié parce qu'il y a trop de choses à dire. Mais voilà, les oméga 3, on en a... J'allais dire jamais trop, rarement, ça arrive, certaines personnes en consomment trop, mais c'est vraiment très très rare. Donc n'hésitez pas à faire le plein d'oméga 3. Votre microbiote et votre santé vous remercieront.
Un autre point qui est important pour le microbiote, c'est de manger bio le plus possible. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on peut avoir tendance à sous-estimer, à se dire oui, bon, manger bio c'est un peu un luxe, voilà, on peut pas tous se le permettre, ou on verra plus tard, ou voilà. Et moi la première, hein, moi j'étais vraiment du genre à me dire, franchement le bio, c'est un truc de bobo, et voilà, je vois pas du tout l'intérêt. Bon bah ça c'était avant d'avoir les connaissances que j'ai aujourd'hui, et effectivement aujourd'hui je mange grandement majoritairement bio. Et pourquoi effectivement on mangeait bio le plus possible? Tout simplement parce que si on ne mange pas bio, ça veut dire qu'on mange des aliments qui contiennent au moins un peu de pesticides et voilà, de choses un peu chimiques et industrielles dedans. Et le problème c'est que les pesticides, ils éliminent une bonne partie des bonnes bactéries, ce qui est tout à fait logique puisque les pesticides sont là pour éliminer les mauvaises bactéries sur les produits sur lesquels on les met, donc notamment les céréales, les fruits, les légumes, etc. Mais nos bactéries, en fait, les pesticides, ils vont pas sélectionner, ils vont pas se dire on enlève que les mauvaises bactéries, on laisse les bonnes. En général, ça enlève à peu près toutes les bactéries et malheureusement, ça agit aussi sur notre microbiote. Notre microbiote est aussi victime des pesticides et sauf que ça va majoritairement enlever les bonnes bactéries. Donc ça, c'est super important parce que vous aurez beau faire tout plein de choses pour votre microbiote. Si vous mangez pas du tout bio et des choses très très industrielles, eh bien, il se peut que en fait, vous désherbiez votre microbiote. Donc ça, c'est un petit peu dommage puisque ce sera contre-productif par rapport à ce que vous pouvez faire à côté. Donc voilà, mangez bio le plus possible en fonction des possibilités de chacun, en fonction des opportunités, des possibilités, mais ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important, à la fois pour votre microbiote mais aussi pour votre santé. Mais voilà, particulièrement pour vos petites bonnes bactéries, si vous les aspergez de pesticides, eh bien forcément elles vont pas faire long feu. Un autre point qui est important pour chouchouter son microbiote, c'est d'éviter de consommer trop de viande rouge. Alors ça c'est quelque chose dont on entend quand même beaucoup parler dernièrement. En fait tout simplement la viande rouge en soi elle n'est pas mauvaise pour la santé, encore une fois tout est une question de quantité. Le souci c'est quand on va manger trop de viande rouge, donc les recommandations en général c'est pas plus de 1 à 2 fois par semaine. Et bien quand on en mange trop, le problème c'est qu'elle va favoriser le développement de bactéries pro-inflammatoires. En fait elle va venir nourrir particulièrement une catégorie on va dire de bactéries dans l'intestin qui vont, elles, en petite quantité, c'est ok. En revanche, en grande quantité, elles vont vraiment avoir un effet pro-inflammatoire. Elles vont vraiment déséquilibrer le microbiote. Et le souci, c'est que si vous avez des bactéries pro-inflammatoires dans votre côlon, elles vont avoir tendance à attaquer la muqueuse intestinale, donc ça peut provoquer vraiment des soucis de digestion et à terme des soucis de santé, c'est-à-dire que plus la muqueuse va être attaquée, plus elle va être abîmée, plus il y aura des risques de vraies pathologies intestinales, où là ça nécessitera vraiment une grosse intervention. On parle même parfois même de cancer, hein. Il y a eu des études qui ont montré qu'une surconsommation de viande rouge pouvait à terme favoriser l'apparition d'un cancer, justement à cause de ces bactéries pro-inflammatoires qui vont venir abîmer la muqueuse et à force vraiment créer des maladies pas très cool dont on se passerait bien. Donc voilà, c'est important d'essayer de pas trop consommer de viande rouge. Encore une fois, voilà, 1 fois par semaine, c'est pas mal déjà. 2 fois grand maximum pour éviter justement de nourrir trop ces bactéries pro-inflammatoires. Un autre point dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, et vous savez que c'est un petit peu aussi une chose que je répète très souvent, c'est de bien mâcher ses aliments. Ça paraît vraiment tout bête, en général c'est le truc qu'on sait mais qu'on n'a pas trop envie de faire parce que ça nous paraît un peu trop facile, ça nous paraît pas vraiment utile, on voit pas forcément l'intérêt, puis on n'a pas forcément le temps parce que souvent quand on mange on a tendance à faire plein de choses en même temps, à pas forcément prendre le temps de se poser et de manger. Le problème, c'est que s'il y a une mauvaise mastication, il y a vraiment un risque que des aliments mal digérés arrivent dans le côlon. Et là également, ça va venir nourrir les mauvaises bactéries, particulièrement les bactéries pro-inflammatoires. Et ça va vraiment créer une espèce d'inflammation générale dans l'intestin. Et l'inflammation, c'est pas quelque chose dont on a besoin quand elle est en trop grande quantité. Ça va vraiment venir provoquer des soucis de santé, des soucis de digestion, voire des maladies. Et vraiment, ça peut absolument tout changer. Une bonne mastication, le fait de prendre le temps de bien mâcher ses aliments, ça peut absolument tout changer. Et c'est pareil, ça peut vraiment changer votre microbiote du tout au tout. Ça peut aussi permettre de perdre du poids. Si on a besoin de perdre du poids, ça peut permettre d'avoir
vraiment de diminuer l'inflammation générale dans le corps, donc d'éviter quand même un certain nombre de soucis de santé. Et ça, c'est un point qui est vraiment sous-estimé, sous-coté, mais qui pourtant est tellement, tellement important. Mais je sais à quel point on peut vite passer à côté parce qu'on se dit oui, bon super, je le sais. Et il y a aussi énormément de personnes qui pensent bien mâcher leurs aliments et qui au final, pas du tout. Voilà, moi j'en connais beaucoup qui me disent ah oui, oui, moi je prends mon temps pour manger, je mâche bien. Et en fait, quand je mange avec eux, je me rends compte qu'en 7 minutes, ils ont terminé de manger. Et que moi je suis encore à peine le début de mon assiette, même si moi j'ai encore aussi des progrès à faire en termes de mastication, mais voilà, c'est important vraiment de faire un peu un point sur ça. Il existe aussi des outils, si on veut, des espèces de fourchettes électroniques qui vibrent en fait si on mange trop vite, si on reprend la fourchette trop vite, elle vibre. Donc ça peut être voilà, des choses un petit peu toutes bêtes de vraiment faire un point sur la façon dont vous arrivez à mâcher vos aliments. Est-ce que vous les mâchez suffisamment? Est-ce que vous avez une bonne mastication? Ça peut absolument tout changer. Et si ça peut être votre bonne résolution de 2023, je serai la plus heureuse du monde. Un autre point pour prendre soin de son microbiote, ça va être d'éviter les IPP sur le long cours. Alors les IPP, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des inhibiteurs de la pompe à protons. C'est en gros, en général, ce qu'on donne quand il y a des douleurs d'estomac, quand il y a des gastrites, quand il y a parfois des ulcères à l'estomac. C'est des choses qui vont tout simplement diminuer l'acidité de l'estomac. Donc ponctuellement, ça peut être très très utile, surtout en cas de gastrite ou en cas de vrai problème d'acidité, de pathologie à l'estomac. Hein. L'idée, c'est pas de rester avec ce surplus d'acidité qui peut être aussi très dangereux. Donc sur le court terme, pourquoi pas? Bien sûr, si c'est nécessaire, on y va. Mais sur le long terme, donc c'est-à-dire si on en prend pendant plusieurs mois, le problème c'est que ça va diminuer l'acidité de l'estomac et ça va engendrer une mauvaise digestion. Parce que pour avoir une bonne digestion, il faut que l'estomac il soit suffisamment acide. Sinon, il y aura une mauvaise digestion, particulièrement des protéines. Et si les protéines sont mal digérées et qu'elles arrivent dans l'intestin mal digérées, ça va faire exactement comme pour une mauvaise mastication. Ça va favoriser la prolifération des bactéries pro-inflammatoires et diminuer les bonnes bactéries et donc totalement déséquilibrer le microbiote. Et c'est d'ailleurs pour ça, peut-être que vous l'avez vécu ou peut-être que vous avez des gens dans votre entourage qui ont pris des IPP pendant plusieurs mois et qui se retrouvent ensuite avec des ballonnements incroyables et qui disent « je comprends pas depuis que je prends ces IPP » ou qui font pas forcément le lien d'ailleurs, mais qui se rendent compte qu'au bout de quelques mois, elles digèrent plus rien, elles ont l'impression d'avoir une brique dans l'estomac en permanence, elles ont le ventre qui gonfle comme un ballon, elles ont des gaz, des ballonnements, des douleurs, alors que c'est des choses qu'elles n'avaient pas forcément avant. Ou si c'est des choses qu'elles avaient avant, c'est parfois encore pire après avoir pris des IPP sur le long cours. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous avez à prendre des IPP, voyez avec votre médecin pour essayer de ne pas les prendre trop longtemps, pour les diminuer petit à petit. Il ne faut pas forcément arrêter du jour au lendemain parce que dans ce cas-là, il peut y avoir un espèce de rebond acide au niveau de l'estomac. Donc ça peut être intéressant de les diminuer vraiment petit à petit et de voir un petit peu comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, idéalement, si c'est pas absolument nécessaire, ce serait vraiment bien d'essayer d'éviter de prendre des IPP sur plusieurs mois parce que ça peut vraiment déséquilibrer votre microbiote parce que l'estomac il a besoin d'être suffisamment acide. Donc ça c'est un point aussi à vérifier avec un professionnel de santé. Ensuite, un autre point qui est important pour ne pas abîmer votre microbiote, c'est de limiter le sucre rapide. Le sucre rapide, j'entends par là vraiment tout ce qui est sucre industriel, voilà, tout ce qui va être les choses sucrées, les pâtisseries, les confiseries, les biscuits, les chocolats. Très sucré, très industriel, parce que le sucre rapide, en fait, il va vraiment favoriser notamment la prolifération du Candida albicans, qui est une bactérie qui, quand elle est en petite quantité, est tout à fait bénéfique pour le microbiote. En revanche, quand elle se développe un peu trop, là, c'est vraiment la porte ouverte à de gros soucis de santé. Et en fait, le Candida albicans, il va vraiment avoir tendance à prendre la place des bonnes bactéries et il va favoriser ce qu'on appelle une candidose intestinale. Et ça, c'est quand même voilà, quelque chose d'assez compliqué à enlever, d'assez handicapant au quotidien. Ça engendre plein de symptômes vraiment pas cool. En premier lieu, tout ce qui est ballonnement, mais il peut y avoir aussi énormément d'autres symptômes tels que fatigue, maux de tête, des mycoses, voilà, plein de choses pas très très cool liées au Candida albicans.
Et c'est pour ça que voilà, il faut essayer vraiment de limiter le sucre rapide ainsi que les édulcorants, puisqu'il y a certains édulcorants qui vont aussi vraiment venir déséquilibrer totalement le microbiote et favoriser la prolifération des bactéries qui ne devraient pas normalement proliférer autant. Donc voilà, globalement en fait il faut éviter tout ce qui est trop industriel, hein, vous l'aurez compris. L'idée c'est d'avoir une alimentation on va dire la plus brute et la moins transformée possible, sans aller forcément à l'extrême, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut jamais manger de biscuits industriels ou jamais manger de gâteaux, ou voilà, encore une fois tout est une question de quantité et d'équilibre. Mais voilà, il faut le savoir qu'effectivement, le sucre rapide, c'est pas du tout le meilleur ami de votre microbiote. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être, hein, si vous vous gavez un jour de sucre, vous aurez sûrement après mal au ventre, le ventre qui gonfle, des ballonnements, des gaz, voire des problèmes de transit. Eh bien, c'est pas pour rien, c'est simplement parce que le sucre rapide, il a complètement déséquilibré votre microbiote. Et ça peut arriver en quelques jours, hein. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent, je parlais effectivement du blues du dimanche soir et de à quel point le microbiote, même en 2 jours, il peut déjà commencer à se déséquilibrer. Donc c'est des choses qui peuvent arriver très très vite et c'est des choses voilà, auxquelles il faut faire un petit peu attention au quotidien, ou en tout cas, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Là par exemple, j'enregistre cet épisode, on est juste après les fêtes de Noël. Bien sûr que dans des moments comme ça, il faut aussi se faire plaisir. Je suis pas en train de dire qu'il faut jamais manger de choses sucrées ou industrielles. En revanche, l'idée c'est de retrouver un équilibre peu de temps après pour permettre simplement au microbiote de se remettre d'aplomb et de reprendre son équilibre. Voilà, normalement le corps est bien fait, il sait très bien faire ça. Le problème c'est quand ça se répète un petit peu trop souvent, c'est là où ça va vraiment venir perturber tout cet équilibre. Un autre point aussi pour chouchouter son microbiote, ça va être de limiter les médicaments, on l'a vu en introduction, hein, surtout les antibiotiques et les anti-inflammatoires. Ça c'est vraiment 2 catégories de médicaments qui vont vraiment pas être sympas avec le microbiote. Alors bien sûr quand c'est nécessaire, on y va, hein. Je suis pas en train de dire qu'il faut jamais prendre d'antibiotiques ou jamais prendre d'anti-inflammatoires. Voilà, l'idée c'est pas du tout de rejeter ces catégories de médicaments, elles sont très très utiles dans certains cas. L'idée c'est simplement de ne pas en abuser, de ne pas en prendre un petit peu, on va dire comme des bonbons, ou en tout cas voilà, de les prendre vraiment quand c'est nécessaire, mais de ne pas en abuser. Et parce que leur impact sur le microbiote, il est vraiment pas anodin, il est vraiment important. Et un microbiote sur lequel il y aura eu un gros traitement antibiotique ou anti-inflammatoire, ou une prise d'anti-inflammatoire par exemple quotidienne pendant très longtemps, ce sera un microbiote qui aura vraiment besoin qu'on le rééquilibre, parce que c'est des choses qui vont complètement venir chambouler l'équilibre des bactéries et fortement fragiliser les bonnes bactéries du microbiote. Donc voilà, on en prend si c'est nécessaire, en revanche on n'en prend pas si c'est pas nécessaire et on essaye de trouver une alternative quand c'est possible. Ensuite, un autre point qui est important pour chouchouter son microbiote, ça va être de bouger, tout simplement. Et j'ai dit bouger, donc ça peut être faire du sport, mais ça peut être aussi simplement de bouger, en tout cas d'avoir une activité physique, quelle qu'elle soit. Tout simplement parce que l'activité physique modérée, elle va vraiment venir stimuler le microbiote. Notre microbiote, il adore qu'on bouge, il adore des activités comme la marche, la natation, le vélo, des choses comme ça, la danse aussi, tout ce que vous voulez. Tant que ça vous permet de bouger, de vous oxygéner, de aussi masser les organes internes, hein, c'est aussi ça l'intérêt aussi de l'activité physique. Et voilà, il y a plein d'études qui montrent effectivement qu'une activité physique modérée, ça va vraiment permettre de stimuler le microbiote, de favoriser la croissance des bonnes bactéries. Et ça, c'est tout à fait ce que l'on veut. A l'inverse, le sport trop intense, là ça peut être néfaste pour le microbiote. Donc il faut faire attention si vous avez un profil sportif très intense, que vous faites, je sais pas moi, je sais plus les études, voilà, il faudrait que je retrouve exactement, il y avait des études très carrées qui avaient été faites en termes de nombre d'heures de sport, au-delà desquelles ça devenait un petit peu compliqué pour le microbiote. Je crois que c'était, je sais plus, j'aurais peur de vous dire des bêtises, mais en tout cas c'était plusieurs heures par semaine, pas juste 2 heures par exemple. Donc si c'est un sport qui est vraiment trop intense, là en l'occurrence ça pourrait être intéressant de prendre des probiotiques, parce que le sport trop intense ça peut vraiment être néfaste pour le microbiote. Déjà tout simplement parce que ça crée un stress sur le corps, qui est pas forcément négatif, mais en tout cas qui est présent, et ça peut déséquilibrer le microbiote.
Et puis il y a aussi une histoire que quand on fait du sport, en fait le sang il va être dévié vers les muscles parce que c'est là où on a besoin de bouger nos petits muscles et donc il y aura moins de sang qui sera disponible aussi pour le système digestif et donc ça peut aussi fortement impacter le microbiote. Donc voilà, donc c'est important d'avoir une activité physique modérée au quotidien. En revanche, un sport trop intense, ça peut être effectivement néfaste pour le microbiote et là dans ce cas-là, ça peut être intéressant de voir avec un professionnel de santé ce qui serait possible de faire, prendre des probiotiques par exemple, ou forcer encore plus sur les prébiotiques et les cobiotiques. Voilà, il y a plein de choses à faire pour ça. Évidemment, un autre point qui est vraiment primordial pour le microbiote, c'est d'éviter le stress chronique. Je dis bien stress chronique parce qu'éviter le stress, c'est quasiment impossible aujourd'hui et le stress, il n'est pas forcément négatif. Le stress, on est fait pour vivre de temps en temps des stress et ensuite des périodes de détente. Mais quand ça devient un stress chronique, là, ça va vraiment impacter négativement le microbiote parce que il y a tout un cocktail hormonal qui est sécrété quand on est stressé et qui va vraiment venir, fatiguer le microbiote, éliminer une grande partie des bonnes bactéries et favoriser plutôt un contexte pro-inflammatoire et la prolifération des bactéries plutôt néfastes. Donc ça, c'est hyper important et c'est pareil, voilà, tout ce qui va permettre de diminuer le stress, d'apporter une vraie détente, c'est des choses qui vont faire un bien fou à votre microbiote. Un autre point qui est important pour chouchouter son petit microbiote, c'est parfois de pratiquer le jeûne intermittent de temps en temps, selon l'envie, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Personnellement, je recommande plutôt le soir pour plein de raisons. C'est pareil, je pourrais en faire un épisode entier, mais en tout cas, le petit déjeuner ou en tout cas le premier repas de la journée peut être quand même intéressant, alors que celui du soir, c'est peut-être celui où ce serait le plus intéressant de éventuellement le sauter ou pourquoi pas de faire des monodiètes de temps en temps, c'est-à-dire de ne consommer qu'un seul aliment, comme par exemple une monodiète de compote de pommes ou une monodiète... Il y a mon chien qui se secoue, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ou une monodiète d'un légume, par exemple. Voilà, tout simplement parce que ça permet un repos digestif. Et ça permet de régénérer le microbiote. En fait, le microbiote, c'est vraiment quelque chose qui est vivant, qui va aussi avoir des phases d'action, des phases de repos, des phases de nettoyage aussi. Et le fait d'espacer un petit peu plus les prises alimentaires ou voire parfois de faire une monodiète, donc c'est ce qui permet de mettre un peu le système digestif au repos puisque c'est beaucoup moins compliqué pour le corps de digérer par exemple un bol de compote de pommes que de digérer une raclette, vous voyez, forcément. Donc ça peut être intéressant parce que ça permet, les monodiètes c'est plus facile à faire qu'un jeûne intermittent parce que au moins ça permet de manger, donc ça évite d'avoir faim et puis on peut quand même se faire plaisir avec un aliment que l'on aime bien. Donc ça permet un repos digestif et ça permet justement au microbiote d'avoir plus de temps, déjà à l'intestin d'avoir plus de temps pour se nettoyer, ce qui est quand même non négligeable. Et puis ça permet aussi au microbiote de un peu se nettoyer, se régénérer, éliminer ce qui doit être éliminé et ça c'est des choses qui peuvent se faire principalement entre les repas et pas pendant la digestion. Donc ça c'est quelque chose qui peut être vraiment intéressant. Alors à pratiquer selon l'envie, sans se forcer, sans que ça crée de stress non plus, puisque vous l'avez vu, le stress c'est pas super top sur le microbiote. Oui, le chat, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu un animal dans le podcast. Donc voilà, ça c'est une chose qui peut être un petit peu intéressante à pratiquer selon vos habitudes, vos envies, sans que ce soit une contrainte et avec l'optique de prendre soin de vous et pas dans une optique de punition. Ça c'est important. Et enfin, on arrive au dernier point de comment prendre soin de son microbiote et on arrive justement au probiotiques. Voilà, je vous l'avais dit que ce serait le dernier point, que c'est quelque chose qui peut être intéressant mais pas dans tous les cas. Donc consommer des probiotiques de temps en temps. Donc en les choisissant bien, ça c'est important, particulièrement s'il y a eu un traitement antibiotique, ça peut être aussi intéressant s'il y a eu un gros traitement médicamenteux, même si c'est pas forcément antibiotique. Ça peut être intéressant aussi après une grosse infection, si vous avez eu une grosse grippe par exemple, ou une grosse maladie qui vous a laissé bien KO, ça peut être intéressant effectivement de se faire une petite cure de probiotiques, pourquoi pas aussi au changement de saison, où l'organisme peut être un petit peu plus fragile, notamment au passage
de l'été vers l'automne ou de l'hiver vers le printemps. Ça, c'est des bons moments, on va dire, pour se faire une petite cure d'1 mois, par exemple, de probiotiques. Et là, ça va être intéressant de prendre un probiotique avec beaucoup de souches différentes pour que ce soit quelque chose qui soit le plus proche possible de ce que vous pourriez trouver dans la nature, tout simplement. Quand on consomme un aliment qui contient des probiotiques, comme par exemple des légumes lacto-fermentés, des yaourts, voilà, tout ce qui va être fermenté, de la choucroute, c'est notamment l'époque en ce moment, tout ce qui va être fermenté dans la nature, elle sélectionne pas forcément telle bactérie, ça va être beaucoup de bactéries différentes qui vont se développer. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de choisir voilà, un probiotique avec beaucoup de souches différentes. J'ai envie de dire presque le plus possible, hein, plus il y en a, mieux c'est. Et puis surtout des bactéries en quantité suffisante, c'est-à-dire idéalement au moins 10 milliards de bactéries par gélule. Ça c'est indiqué, hein, sur tous les probiotiques, ils sont obligés d'indiquer les différentes souches présentes et puis le nombre de bactéries qu'il y a par gélule. Donc idéalement au moins 10 milliards c'est pas mal, selon les bactéries, parce qu'il y en a certaines qui ont besoin d'être présentes en plus petite quantité. Mais idéalement, voilà, une moyenne de 10 milliards, c'est pas mal. Et puis, idéalement, avec... Alors ça, c'est un peu plus technique à trouver, donc on va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau, avec un double enrobage pour s'assurer que le probiotique arrive dans l'intestin quasiment intact. Sinon, le problème, c'est que l'acidité de l'estomac, elle risque de détruire une grande partie des bactéries. Donc voilà, ça, c'est un peu le must du must, un probiotique avec un double enrobage, ce qui permet que la première couche soit attaquée par l'estomac, mais que la deuxième couche soit suffisamment résistante pour arriver quasiment intacte dans l'intestin. Et donc pouvoir vraiment libérer les bactéries à l'endroit où elles doivent être libérées et pas qu'elles se libèrent dès l'estomac. Et là, pour le coup, elles vont quand même être bien attaquées par l'acidité et il y en aura très très peu qui vont arriver finalement dans l'intestin. Donc voilà, un petit peu quelques tips, on va dire, pour choisir un probiotique, même si encore une fois, c'est important de valider avec un professionnel de santé parce que chaque probiotique est différent, chaque personne est également différente et donc c'est important de choisir un probiotique qui sera adapté à votre situation. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode de podcast. Je vous avais prévenu que c'était un petit peu long, mais il y avait tellement de choses à dire sur comment effectivement prendre soin de son microbiote au quotidien. J'aurai encore énormément de choses à dire, donc ça fera l'objet, je pense, d'un autre épisode. En tout cas, j'espère que ça aura pu vous donner voilà, des pistes de choses à faire, de choses à éviter de manière quotidienne quasiment pour vraiment chouchouter votre microbiote. Et j'espère que vous aurez aussi... compris à quel point le microbiote c'est vraiment le pilier central de notre santé, mais aussi de notre humeur, de notre ressenti, de notre anxiété, de notre état d'esprit, et donc à quel point c'est important de chouchouter cet organe à part entière, hein, parce que maintenant on parle quasiment d'un organe pour parler du microbiote. Donc voilà, j'espère que cet épisode aura pu vous donner plein de pistes intéressantes à tester, à essayer au quotidien, à voir ce qui vous correspond, ce qui est plus facile pour vous, ce qui est peut-être un petit peu plus compliqué, de tester des nouvelles choses. En tout cas, je serais ravie d'avoir votre retour, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, à m'envoyer un petit mail. C'est évidemment toujours moi qui lis mes messages et qui répond et j'adore vraiment avoir vos retours et c'est très très précieux aussi pour moi de savoir un petit peu voilà, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce dont vous auriez besoin peut-être aussi. Donc si vous avez envie que je parle d'un sujet en particulier dans le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je prends toutes les bonnes idées pour la suite. Et puis n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à me mettre un petit avis sur votre plateforme d'écoute et des petites étoiles pour aider à faire grandir le podcast et puis partager toutes ces infos au plus grand nombre. En tout cas, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre microbiote et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très vite!